Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre petite, modeste émission Histoire d'en France, histoire d'évoquer un peu l'histoire de France. Et je remercie Éric Cavaglia, professeur d'histoire, d'être aujourd'hui mon invité comme l'autre fois où il nous a passionnés par l'histoire de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, on n'évoquera pas une pucelle, loin s'en faut, puisqu'on va parler de Napoléon Bonaparte. Alors, sous un aspect quand même particulier, parce que la vie de l'empereur est tellement vaste, elle va même, sa vie au-delà de sa mort, qu'il nous faudrait 3 jours, 4 jours, une semaine pour en parler. Mais on va évoquer la grandeur de Napoléon et aussi l'ombre parfois portée sur lui. Première question, parce qu'il faut aller vite. En quoi Napoléon est-il aujourd'hui aussi important pour nous? Figure tutélaire. Alors effectivement, Napoléon est un des génies de notre histoire. D'ailleurs, c'est le problème parce qu'on ne peut pas fonder un système durable sur le génie intrinsèque d'une seule personne. Néanmoins, Napoléon, aujourd'hui, tout Français peut s'y référer dans la mesure où Napoléon est celui qui a stabilisé la Révolution. Certains diront a mis fin à la Révolution. Cette Révolution, il faut quand même avec quand même des souvenir. Ministres issus de la période révolutionnaire. Oui, enfin, de vrais faux révolutionnaires, quoi. Talleyrand, Fouché, voilà. Seyès. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Napoléon avait et lui-même issu du siècle des Lumières. C'était un lecteur de Rousseau. C'est quelqu'un qui a vécu la Révolution. Il ne faut pas oublier qu'il était en permission à Paris lors de la prise des Tuileries. Et effectivement, comment dire, quand le roi Louis XVI n'a pas voulu se défendre, ça l'a profondément marqué. Et c'est vrai qu'il a dit à ce moment-là qu'il est couillonne. Oui. Ouais. Oui. Quand il a vu le roi oui, exactement. encerclé. Voilà, en fait, il y a ces deux dimensions chez Napoléon, à la fois le fils des Lumières et de la Révolution, et l'homme qui instaure une autorité, ou qui réinstaure une autorité. Ce sont les deux facettes de Napoléon. L'homme de la Révolution et l'homme de l'ordre. Alors, mais en quoi est-il important sur le plan de l'organisation, sur le plan des textes, sur le plan du territoire. En quoi est-il encore important pour nous? Parce qu'on oublie, mais on a vécu très longtemps et on vit encore sur la construction napoléonienne. Tout ce qui tient encore debout dans notre cher pays, nous le devons à Napoléon. Napoléon disait, le peuple français, ce sont des grains de sable, je vais y jeter des masses de granit. Et toutes ces institutions, c'est ça, ce sont les masses de granit. C'est d'abord la centralisation du pouvoir. N'oublions pas qu'il a entièrement réformé l'administration, notamment l'administration fiscale. N'oublions pas que le point de départ de la Révolution, c'était quand même un impôt qui était injuste, très mal perçu, qui reposait sur une... Je n'ai pas l'impression qu'il soit devenu plus juste, mais enfin... Bon, absolument pas. Absolument pas. C'est encore aujourd'hui, quand on prend l'impôt sur le revenu, une part infime des Français est à l'origine, enfin couvre cet impôt. Donc l'administration fiscale, c'est lui, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Ça vient quand même de l'Ancien Régime aussi. Oui, mais les préfets, bien sûr. Les préfets qu'on veut supprimer. Voilà, alors justement, c'est ce que je disais, tout ce qui tient encore debout a été fondé par Polytechnique. Polytechnique. Alors l'enseignement, tous nos étudiants doivent pratiquement tout à Napoléon. La Révolution avait commencé déjà à mettre au point ce qu'on appelait les écoles centrales, et Napoléon les a remplacées par les lycées, puis les facultés de lettres, les facultés de sciences, c'est Napoléon, Polytechnique, les écoles militaires, les académies, le découpage administratif de l'enseignement, c'est lui. Les inspecteurs d'académie, c'est lui. La Légion d'honneur. Ah oui, alors ça, après, dans un autre registre, effectivement. Les fameux hochets de la vanité dont il parlait. Exactement. Alors, la Légion d'honneur, au départ, a été très mal perçue par les anciens révolutionnaires qui voyaient à travers elle la reconstitution de la noblesse d'Ancien Régime. Et finalement... C'est l'ordre de Saint-Louis.
Voilà. Sous l'Ancien Régime. Voilà. Napoléon a réussi à imposer... C'est l'ordre de Saint-Louis ou du Saint-Esprit, je ne sais plus. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Ah bah voilà, Saint-Esprit, donc, Saint-Louis, les décorations. Et Napoléon, en fondant sa Légion d'honneur, bon, au départ, il y a eu un phénomène de rejet de la part des anciens révolutionnaires. Et puis, c'est devenu une décoration. Et Napoléon a fini par rétablir la noblesse d'Empire. Qui a permis à tous les... on ne peut pas dire les ci-devant, mais cette bourgeoisie qui avait fait la Révolution, de se stabiliser et de enfin avoir accès qui s'était enrichi sous la Révolution par l'acquisition des biens. Hein. Alors n'oublions pas non plus la Banque de France, même si aujourd'hui elle ne remplit pas son rôle initial, le franc germinal, qui était gagé sur l'or et qui est resté au même niveau jusqu'en 1914. C'est masse de granit qui, comme le Code civil. Le Code civil. Quand même. Le Code civil, j'allais finir par ça. Le Code civil qui a été utilisé un peu dans toute l'Europe et qui a inspiré... Nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque le Code civil a été exporté à la fois par les guerres napoléoniennes, mais il a été copié, traduit, et c'est ce qui permet aujourd'hui à l'Europe d'avoir, au niveau de la justice, au niveau des principes judiciaires, une certaine homogénéité. Quand vous pensez qu'à l'époque, c'était le livre de chevet de Stendhal. Stendhal ne s'endormait pas sans lire un article du Code civil, tellement trouvait-il c'était bien écrit. Mais ce n'est pas étonnant. Il le ferait pas maintenant. Hein. C'est ce que tout le monde à l'époque, les contemporains de Napoléon, admiraient dans le Code civil, c'était sa clarté. Sans parler bien sûr de cet énorme travail de synthèse de toutes les meilleures lois de notre pays depuis l'Empire romain. Le Code d'instruction criminelle. Aussi. On ne se rend pas compte quand même. Et puis la Cour de cassation à Paris, c'est lui. Voilà. On ne se rend pas compte de l'énorme... C'est énorme. Et alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, on essaye de jeter de l'ombre, l'opprobre, de la nuit, de l'opprobre sur l'empereur. Sur l'empereur. Voilà, alors plusieurs éléments. Alors bon, récemment, effectivement, c'est le rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue. C'est très tendance, hein, ça relève de cette culture woke qui nous vient des États-Unis. Mais tout ça, l'ouverture pourtant que Napoléon a fait arrêter. Oui. Qui était, je crois, un général d'Empire, hein, sauf erreur de ma part. Il était général par ses talents militaires au départ. Et il avait des esclaves. Alors, le problème de l'esclavage, en fait, et dans cette affaire, d'autres historiens en ont reparlé récemment, hein, c'était lié plutôt à l'économie. Il ne faut pas oublier que Napoléon a été en but à la haine et à la concurrence de l'Angleterre. C'était son principal adversaire. Tous les coups étaient permis pour abattre l'Angleterre, et les Anglais ne se gênaient pas d'ailleurs. Hein. En fait, la guerre de la Révolution et de l'Empire est une guerre qui est d'abord économique et qui s'est transformée très rapidement en guerre économique. Du reste, on peut quand même, si on se promène dans le temps, ce qui est fascinant, puisque la machine à voyager dans le temps, c'est quand même notre cerveau et notre mémoire, hein, l'Angleterre a quand même énormément contribué à la Révolution française. Alors, c'est compliqué. Les Anglais, au départ, étaient plutôt favorables, initialement, à la Révolution, dans la mesure où eux-mêmes avaient réalisé 2 révolutions un siècle avant nous, qu'ils ont décapité leur roi un siècle avant nous. Les Anglais, au départ, y étaient plutôt favorables. Alors ensuite, c'est la terreur, voilà. C'est-à-dire lorsque cette révolution a complètement renié, a violé tous ces principes de départ. Et surtout, les Anglais n'ont jamais accepté. D'ailleurs, du reste, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en guerre en 1914, c'est la Belgique. Lorsque les troupes révolutionnaires s'emparent de la Belgique, comme disait le Premier ministre anglais, c'est un pistolet pointé sur le cœur de l'Angleterre. La Belgique était le principal débouché, hein, de leur économie. Alors, à partir de ce moment-là, l'Angleterre a financé toutes les coalitions contre la France révolutionnaire et impériale. Alors, on résume. Hein, donc, dans le procès qui est fait maintenant à Napoléon par les déboulonneurs. Hein, oui. Il y a l'esclavage.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche Oui, d'avoir... alors, l'esclavage, je dirais que c'est une question à la mode. C'est à la mode, je vous dis, c'est lié à cette culture woke, on en parle aujourd'hui. Alors, ça avait commencé déjà à l'époque de Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac, on s'en souvient, avait autorisé la marine française de commémorer la défaite de Trafalgar. Qui pour nous c'était une défaite humiliante. Ça a été la fin de la présence française sur les océans, ou du moins elle a été très atténuée. Ça a été le début de la domination des mers par les Anglais. Et en 2005, on aurait pu effectivement commémorer la bataille d'Austerlitz. Jacques Chirac avait refusé de le faire, sous la pression, on s'en souvient, du CRAN. Oui. Voilà. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que avant même la question de l'esclavage, chez nos républicains, surtout de gauche, la légende noire, sombre de Napoléon, c'est son côté belliqueux, militariste et surtout autoritaire, puisque Napoléon a quand même été cynique. C'était un cynique, mais au sens où il savait manipuler les institutions. Je vous donne l'exemple. Napoléon a restauré le suffrage universel, mais il a supprimé dans le même temps les élections. C'est un coup de génie. Oui, et la plupart des Français ont accepté, approuvé cette évolution, puisque Napoléon n'a pas supprimé le principe de souveraineté nationale, qui était un des fondements de la Révolution française. Il a juste détourné à son profit, et il a remplacé l'élection par le plébiscite. C'est ça, comme fera plus tard Napoléon III. Le neveu. Voilà, le neveu. Voilà. Le plébiscite. Et puis, n'oublions pas qu'à l'image des empereurs romains, Napoléon était chef de guerre, il était présent au milieu de ses troupes. Et aujourd'hui, on ne s'en souvient pas, mais il y a très peu de soldats engagés dans la grande armée. Ce sont des appelés. Depuis la loi Jourdan, tout jeune Français âgé de 20 à 25 ans doit faire son service militaire. Comme les guerres ont duré plus de 20 ans, il n'y a pas eu de démobilisation. Et alors le grief, qui est le grief, enfin, à mon avis un peu anachronique, qui est fait à Napoléon, d'être un belliciste, d'avoir déclenché des guerres, est-il fondé? Il semblerait que la plupart des guerres aient été déclarées par l'ennemi. Alors justement, voilà, c'est tout le problème, c'est que lorsque Napoléon remporte la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805, nous sommes dans les guerres de la troisième coalition. Troisième coalition, donc financée par l'Angleterre, la perfide Albion. Mais nous n'en sommes qu'à la troisième, déjà la troisième, c'est-à-dire que tout a démarré le 21 avril 1792, lorsque la Révolution, c'était l'Assemblée législative à l'époque, déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, l'empereur d'Autriche, qui était donc la famille de Marie-Antoinette. Tout a commencé là, le 21 avril 1792. Et cette déclaration de guerre de la France révolutionnaire à l'Europe se finit le 18 juin 1815, dans la morne plaine de Waterloo. Donc Napoléon, en fait, n'était pas aussi belliqueux qu'on le voulait. D'ailleurs, le moment où il y a ce grand consensus, où tous les Français ont une bonne raison de soutenir Napoléon, c'est lorsqu'il a voulu rétablir la paix. Il a rétabli la paix, elle n'a duré que 14 mois. C'est la paix de Lunéville en 1802 avec l'Autriche, et surtout la paix d'Amiens en 1803 avec l'Angleterre. Napoléon et l'Europe, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il voulait l'Europe, Napoléon, mais il voulait l'Europe napoléonienne. Oui, alors... d'abord, Napoléon, nous venons de le voir, était quelqu'un qui ne voulait pas la guerre, contrairement à ce qu'on l'affirme trop souvent. C'est quelqu'un qui savait que la France, et parce qu'il faut rappeler ça, aujourd'hui, ceux qui dénigrent Napoléon ont une vision de la Révolution française qui est complètement fantasmée. La Révolution française a été, je ne parle pas des grands principes, mais ça a été 10 années, c'est-à-dire une révolution qui n'en finit pas, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Angleterre. Une révolution qui n'en finit pas. Mais elle n'est peut-être pas encore finie aujourd'hui. Et certains... non, mais il y a des soubresauts. Mais bien sûr. Quand vous voyez un pèlerinage, une procession, de chrétiens qui attaquaient... complètement, parce que les fidèles veulent commémorer la Commune... et qu'il y a encore des gens pour crier à bas les Versaillais. Bon, on n'est plus dans la période napoléonienne. Oui, mais de toute évidence... Bien sûr, mais ça montre que rien n'est fini, quoi. Oui, et puis la lutte contre notre identité
française et européenne, cette lutte contre l'identité, je pense, est la dernière étape de cette lutte révolutionnaire, après avoir détruit la noblesse, la monarchie, les provinces, les identités provinciales. Aujourd'hui, il s'agit de détruire l'identité française qui est, selon certains, pour on dira déconstructeurs, hein, c'est le dernier bastion. La France était un pays agricole, rural, lié à son roi, avec une religion. Effectivement, le dernier stade, c'est la destruction de la France en tant que socle ethno-culturel. Et alors, donc vous percevez ces attaques, et on va conclure là-dessus, hein, contre l'image historique, hein, de Napoléon, comme une attaque frontale faite à l'identité historique de la France. Oui, dans la mesure où, si vous voulez, dans notre pays, nous sommes un pays schizophrène. Bon, les Français ont du mal à l'admettre parce que tantôt on vous parle de la République, tantôt de la France. Il y a eu à un seul moment, d'ailleurs Jean de Vigry qui nous a quittés il y a quelques années l'avait bien développé, hein, dans son ouvrage Les deux patries. L'époque napoléonienne a été le moment où les acquis de la Révolution, la souveraineté nationale, l'égalité de tous face à la loi, etc., se confondaient avec le peuple français, un peuple fier et conscient de son identité. Ça a été le seul moment. Après Napoléon, il y a eu les républicains d'un côté qui sont partis dans cette idéologie progressiste que nous voyons aujourd'hui, dont nous voyons les ravages, et ceux qui, à la fin du 19e siècle, ceux qui défendaient l'identité française sont plutôt partis dans les mouvements, on va dire, traditionnalistes, réactionnaires, conservateurs, tout ce que... Mais il ne faut pas oublier quand même que l'armée de Napoléon était quand même plutôt à gauche. Elle avait conscience d'aller faire la guerre aux despotes étrangers. Ah oui, et puis au nom de l'universalisme. Exactement. C'est ça qu'on oublie un peu. Mais c'est ce qu'on appelait la grande nation. Il y a eu ce sentiment de supériorité, on peut le dire, des Français à cette époque. Et ça a été Ils en ont gardé quelque chose un peu quand même. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, oui. Il faut l'espérer. Pour conclure, si vous aviez un livre à conseiller sur Napoléon, moi j'ai le mien, j'en ai un en tête. Lequel ? Alors, bon, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a de jeunes historiens talentueux. Hein. Napoléon, il faut le rappeler, il y a plus d'ouvrages qui ont été écrits sur Napoléon que de jours qui se sont écoulés depuis sa mort. Donc, aujourd'hui encore, il y a pléthore de... moi, je suis quand même des années... j'ai passé mon bac dans les années 80. Pour moi, mon maître, c'était Jean Tullard. Oui, bien sûr, oui. Que j'ai eu l'occasion d'assister à certains de ses cours. Donc, pour moi, c'est Jean Tullard. Mais attention, je ne dénigre pas tous ces jeunes historiens qui, aujourd'hui, dépoussièrent aussi un petit peu, hein, les études napoléoniennes. Mais, effectivement, comme je ne l'enseigne pas actuellement, je ne suis pas... Moi, mon livre préféré sur Napoléon, c'est un livre complètement fou, complètement délirant par moments. C'est le livre de Léon Bloy, L'âme de Napoléon. Oui. Extraordinaire. Oui. Qui, on va conclure là-dessus, qui explique comment on ne peut pas être grand, on ne peut pas être gigantesque, si on n'a pas une âme d'absolu. C'est ça. C'est ça. Et que finalement, ce qui compte le plus chez un homme qui veut commander ou une femme qui veut diriger, c'est cette espèce de folie de l'âme, hein, qui fait qu'on voit bien loin, voilà, et qu'on est inspiré. Hein. D'ailleurs, Napoléon, après sa mort, a complètement son ombre, son fantôme, a hanté tout le continent européen tout au long du 19e siècle. Puisque tous les mouvements libéraux et nationaux ont lutté contre le Congrès de Vienne et qui avait été créé donc pour isoler la France et mettre fin à l'œuvre de la Révolution de l'Empire. Merci Eric et vive l'empereur. Hein. Vive l'empereur. Oh, bah alors, et à bientôt pour une prochaine petite promenade dans notre histoire. Hein. Avec grand plaisir. On va choisir un sujet. Si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent, du reste, vous pouvez nous
nous les envoyer. Hein, Je n'hésiterai pas. On se fera un plaisir de le traiter, voire même d'en débattre. À très bientôt et merci.